Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour l'invitation et la possibilité que j'ai de présenter ces résultats. Malheureusement, donc, l'entièreté des résultats que je vais vous présenter ne sont pas publiés. Une grande partie, d'ailleurs, sont en cours d'analyse et sujets à potentielle évolution. Mais je voulais vous les présenter tout de même, et donc je ne vous demanderai pas de prendre de photos ni de vidéos, s'il vous plaît. Mais je voulais vous présenter parce que je pense qu'il y a un ensemble d'idées et de concepts qui vont totalement, en fait, dans la mouvance de ces 2 jours d'entretien que j'ai trouvé d'une qualité exceptionnelle. Du coup, je suis un enseignant-chercheur à l'Université de Paris et dont l'intérêt principal était d'évaluer les effets d'exercice physique dans la myotrophie spinale d'un point de vue préclinique. Et avec Brigitte Estournet puis Madame Kira Roy, on est passé à la clinique. Et donc, en fait, l'exercice physique est un débat un peu compliqué et houleux dans le monde des maladies neuromusculaires parce que finalement, ce que l'on sait, c'est que peu importe l'origine de la faiblesse musculaire va forcément induire une hypokinésie. Cette hypokinésie provoquera systématiquement une atrophie et une désadaptation musculaire qui va renforcer la faiblesse. Et on va se trouver dans un cercle vicieux qu'il faut essayer de sortir. Et pour sortir de cet effet vicieux, l'exercice physique est l'un des meilleurs candidats. Le problème de cela, c'est qu'on sait aussi que dans certaines conditions, suivant les conditions pathologiques, l'exercice peut aggraver des lésions musculaires. On sait que ça peut aggraver la fatigue, on sait aussi que ça peut créer des rhabdomyolyses. Et donc on se trouve face à ce que l'on appelle le paradoxe de l'exercice physique dans le monde des maladies neuromusculaires. Et la particularité, c'est que l'exercice physique, c'est un terme extrêmement généraliste qui englobe une quantité monumentale d'adaptations moléculaires, cellulaires et physiologiques très complexes, très variées suivant l'intensité et la durée de l'effort, qui permet de cibler des filières énergétiques propres et donc de pouvoir s'adapter à chaque pathologie, voire si possible à chaque patient. On peut aussi faire évoluer la nature de la contraction. Est-ce qu'elle va être lésionnelle, non lésionnelle? Et enfin, on peut évaluer et faire évoluer le type de muscle qui va être principalement sollicité. Et donc, dans le cadre de la myotrophie spinale, on commence à accumuler un ensemble d'études pilotes ou de rapports de cas qui poussent dans le fait que finalement, peu importe la nature de l'activité proposée, toutes semblent soit ne pas être délétère, ce qui pour le coup est une grande avancée, soit peut être bénéfique avec des travails en résistance, en force qui ont permis des gains de fonction. Et ça, vous voyez, ça date même et ça a été confirmé plus tard. On a des travaux en endurance qui permettent d'améliorer la fonction ou la marche et les capacités métaboliques des patients. Et certains, notamment des études randomisées, n'ont pas montré d'effets bénéfiques, mais du coup n'ont pas montré non plus d'effets délétères. Donc on est bien dans un système où finalement l'exercice actif, et j'insiste sur cette notion-là, est intéressante et à minima n'a pas un impact massif au niveau fonction, je parle, mais au niveau après cérébral, motivation, ça peut être très intéressant. Mais le problème, et à quel il va falloir qu'on arrive à répondre et qui va prendre du temps, c'est quel exercice pour quel patient et dans quelles conditions. Et ça, c'est la question. Et donc au laboratoire, c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc on travaille sur plusieurs modèles animaux différents, des modèles sévères, des modèles modérés, et notamment ce qu'on avait pu montrer, c'est que l'exercice de course sur des modèles sévères permettait de surexprimer la protéine SMN et que cette surexpression s'accompagnait d'un gain de fonction musculaire et d'une neuroprotection. Et que si on travaille sur des modèles modérés et que cette fois-ci on les soumet à des protocoles d'exercice complètement différents, allant d'une course aérobie à faible intensité à une nage mixte, aérobie, anaérobie à haute intensité, et on retrouve là aussi pour les deux des effets bénéfiques sur la fonction motrice et la neuroprotection. Mais en plus, on a des effets sur le métabolisme énergétique, glycolytique ou fonction mitochondriale, et que cette fois-ci, à l'instar des enfants, des souriceaux, c'est qu'à l'âge adulte, tous ces effets bénéfiques sont SMN indépendants. Ce qui nous amène à montrer que finalement, quelle qu'en soit la condition, l'exercice physique arrive à activer des mécanismes de compensation potentiellement bénéfiques, SMN dépendants ou indépendants, et qui en font un très bon candidat pour l'application en conjointe avec les thérapies actuelles. Et dans tous ces effets, les meilleurs effets observés étaient ceux de la nage, ce qui du coup facilite les choses d'application dans les patients SMA à faible motricité et à haute intensité. Du coup, c'est sur cette base justement d'effets
dépendant de la nature de l'exercice, mais aussi de l'âge et de la sévérité, qu'on a décidé de monter cet essai clinique qui s'appelle Exerasi et qui visait à évaluer un protocole d'exercice actif de nage en piscine sur des patients atteints de SMA de type 2 et de type 3 et âgés de 5 à 10 ans. Les critères sont l'échelle MFM, 32 items en principal, et en secondaire, l'analyse cinématique des groupes musculaires individualisés et impliqués dans la maladie, de manière à essayer de quantifier, d'objectiver finalement la nature des déficits et la localisation et la progression de la maladie. Et donc cette analyse cinématique repose sur l'utilisation de caméras multiples qui vont filmer des capteurs tout petits, très fins, qui du coup n'impactent pas la motricité naturelle des patients, qui est donc non invasive, extrêmement précise et qu'on peut coupler avec d'autres paramètres tels que l'EMG, la plateforme de force, et qui nous permet, suivant ce que l'on va demander aux patients, de cibler des groupes musculaires spécifiques. Et donc voici un patient SMA de type 3 que l'on a équipé, qui nous permet justement d'essayer d'enregistrer l'activité neuromusculaire et les mobilités des membres supérieurs et des membres inférieurs en associant des EMG sans fil avec des capteurs de mouvement. Et du coup, on s'est intéressé principalement sur les muscles proximaux des membres supérieurs et des membres inférieurs. Et pour cela, du coup, on demande aux patients de réaliser sur signal des mouvements au maximum de ce qu'il peut faire et qui permet de solliciter un groupe musculaire particulier. Et ensuite, l'analyse que l'on va en faire, qui est extrêmement complexe, bien entendu, va nous permettre de pouvoir définir les propriétés de contraction de ces groupes musculaires. Voici un exemple de signal que l'on peut récupérer où on a un couplage entre le mouvement lui-même, les EMG et les déplacements de ces marqueurs dans l'espace et on essaye de découler, de faire des calculs à partir de tout ça. Du coup, l'essai clinique, il est basé en fait sur un suivi longitudinal du patient et étant son propre témoin. Et donc, on a d'abord une période de 12 mois où tous les patients sont suivis sans intervention particulière, puis un bras entraîné et un bras non entraîné sur 6 mois, et seul le bras entraîné va poursuivre son entraînement. Et l'objectif était de pouvoir, sur la partie entraînement, faire finalement 20 minutes d'exercice par jour, 2 à 3 fois par semaine, avec une élévation, ça c'était la consigne, et vous verrez que c'est pas si simple que ça, d'une élévation de 50% de la fréquence cardiaque de repos, donc un travail aux alentours des 140-145 battements par minute, et une sollicitation spécifique des muscles extenseurs, membres et membres supérieurs, et donc du coup un petit peu le principe de la nage du petit chien. Cette population de patients qu'on a recrutés, donc on a recruté 18 patients, 13 en non entraînés, dont 9 type 2, 4 type 3, et 5 entraînés, 3 type 2 et 2 type 3. Là, on a la répartition d'âge, donc on a les deux populations, les deux cohortes, type 2 et type 3, qui sont très homogènes, aussi bien en âge qu'en représentation du genre. Et sur la partie purement suivi longitudinal. Je vais aller assez vite puisque vous connaissez l'évolution naturelle de la maladie, mais on va la voir sous les critères MFM, mais aussi sous les critères d'analyse du mouvement. Et donc, d'un point de vue morphologique, on voit que les patients type 2 et type 3 sont très homogènes au niveau de taille, au niveau poids, au niveau tour du bras, puisque je vais principalement focaliser mon discours aujourd'hui sur les membres supérieurs. Et on voit que le cours évolutif est progressif pour tous les critères observés et avec finalement assez peu de modulation du tour de bras au cours des 18 mois d'études de ces patients non entraînés. Au niveau du score MFM, maintenant, là par contre, si la cohorte semble homogène au niveau morphologique et d'âge, au niveau performance motrice, il n'y a pas photo. On fait très clairement la distinction entre les types 2 et les types 3 en termes de score MFM global, qu'on peut représenter ici par les moyennes et les écarts types des deux cohortes que l'on présente. Et ce qui est apparu aussi, c'est justement le cours évolutif de la maladie qui semble assez différent d'un patient à un autre et qui soutient justement le besoin de pouvoir suivre le patient comme son propre témoin. Certains vont perdre des fonctions, d'autres vont les préserver. Et donc, c'est quelque chose de très important de pouvoir un peu plus personnaliser les analyses.
Au niveau maintenant des sous-domaines, domaine 1, domaine 2, domaine 3, là encore, le domaine 1 extrêmement pertinent pour discriminer les patients atteints de type 2, de type 3, pardon, alors que les types 2 ayant perdu la station debout, du coup, ont des scores extrêmement faibles et très peu de variabilité. À l'inverse, le domaine 2, du coup, proximal et axial, est un marqueur vraiment très intéressant pour la sévérité de type 2, beaucoup moins pour le type 3. Et le domaine 3 semble pas trop discriminant, avec une variabilité assez importante dans les deux sévérités. Concernant maintenant l'analyse du mouvement, qu'est-ce que l'on peut observer? D'abord, sur le critère de l'amplitude du mouvement. Donc, lorsqu'on va demander une sollicitation précise du deltoïde ou du biceps ou du triceps, et je vais garder pour toute la présentation cette organisation-là, qu'est-ce que l'on peut voir? C'est que déjà, au niveau deltoïde et biceps, voire même triceps, sur l'amplitude, on n'est pas capable de dissocier les types 2 des types 3, alors qu'en score MFM, on les distingue très bien. Là encore, on a des cours évolutifs et des capacités à réaliser ce mouvement qui est assez variable suivant les patients et suivant la technologie utilisée, qui est quand même assez complexe, mais qui nous permet de caractériser que finalement, l'amplitude de mouvement n'est peut-être pas un des critères les plus importants à évaluer dans cette maladie. Si on regarde maintenant la vitesse de réalisation de ces mêmes mouvements-là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le deltoïde, toujours très difficile de distinguer type 2 et type 3, on a un cours évolutif qui semble se dessiner, avec des types 3 qui semblent perdre un petit peu en fonction, tandis que les types 2 semblent se maintenir. Par contre, au niveau biceps et encore plus triceps, on voit apparaître la discrimination claire entre le type 2 et le type 3, et avec, encore une fois, des cas particuliers qui est nécessaire de pouvoir analyser indépendamment, avec un type 2 qui a, vous voyez, les performances motrices proches d'un type 3 ici. Et enfin, l'accélération de ces mêmes mouvements-là, on se retrouve finalement dans une discrimination assez proche de ce que l'on a vu en termes de vitesse, puisque l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Et donc, du coup, on se rend compte que le deltoïde n'est pas un muscle extrêmement altéré et donc relevant dans la discrimination entre les patients. Mais encore une fois, une tendance à une courbe évolutive un peu plus déflective sur le type 2 que sur le type 3 que sur le type 2. Par contre, biceps, triceps, encore une fois, claire distinction entre les deux. Et encore une fois, déclin du biceps chez les types 3, alors qu'on a une stagnation chez les types 2, et pareil au niveau du triceps en global. Donc là, l'ensemble de cette étude montre qu'on a déjà des distinctions fortes et des discriminations fortes entre les muscles et entre les patients. Et on arrive au dernier point, qui est la puissance développée, et là, par contre, qui est un calcul dérivé de ce que je viens de vous dire avant, je ne vais pas vous présenter, mais qui est en fait de se dire comment ce patient-là a été capable d'atteindre cette amplitude, cette vitesse et cette accélération, et on est donc capable d'en déduire les watts globaux. D'accord, c'est une estimation développée par le muscle pour atteindre cette performance. Et ces watts-là, cette puissance développée par le groupe musculaire, est au niveau des patients non entraînés extrêmement plate, très relevante, et qui finalement, là encore, mime assez bien ce qui a été observé en termes de motricité globale, et donc ne semble pas être un critère très prépondérant pour discriminer les patients entre eux. Du coup, en global, sur cette partie d'études longitudinales, l'AMFM et l'analyse du mouvement sont capables de clairement distinguer les types de SMA et les différentes sévérités entre les patients. Mais pour l'échelle, on est capable d'aller raffiner cette analyse en définissant le paramètre du mouvement qui est le plus discriminant et le groupe musculaire intéressant. Du coup, l'amplitude semble moins intéressant que la vitesse ou l'accélération comme critère d'évaluation. Et enfin, le cours évolutif semble varier entre les groupes musculaires et en fonction de la sévérité de la maladie. Du coup, ce type d'analyse-là, un peu complexe, pose des bases sur une meilleure compréhension du cours évolutif de la maladie et du rationnel intermuscle, mais aussi montre encore une fois le besoin d'un suivi individualisé des patients. Concernant maintenant les effets de l'exercice physique sur les mêmes procédés et sur les mêmes critères évolutifs, avant toute chose, on a essayé d'évaluer la qualité de l'entraînement qui a été proposé. Et là, malheureusement, aucun des patients soumis au protocole n'a pu atteindre la consigne
de départ, qui était une élévation de 50% de la fréquence cardiaque. 2 ont réussi à atteindre les 40% environ, quand d'autres n'ont quasiment pas eu d'élévation, avec ici des patients qui ont de base au repos une tachycardie qui est liée aux mises en maillot de bain, mise dans la piscine, etc. Et donc finalement, il n'y a eu aucune élévation de la charge énergétique et du travail musculaire chez ces patients-là. Et ces patients-là se correspondent à ceux qui présentent le score MFM le plus faible. Et donc on arrive à une situation un peu compliqué, qui est que plus l'atteinte musculaire est importante, moins forcément on est capable de solliciter les patients, et donc plus l'adaptation sera compliquée. Et donc on a clairement ici une présentation d'une très grande variabilité dans la proposition de l'exercice physique, et donc une très grande variabilité dans ce que chaque patient a pu subir et a sollicité pendant son entraînement. Au niveau anthropométrique, rien de très important sur ces différents patients. Je vous ai mis en rouge la zone correspondant à la période d'exercice, entre 12 et 18 mois, et entre 18 et 24 mois, c'est la zone d'arrêt de l'exercice pour voir la préservation ou non des bénéfices. Bon, au niveau de la taille, court évolutif comme les non-entraînés. Au niveau du poids, un patient a eu une phase de surcharge et de prise de masse. Et en tour de bras, pareil, pas d'évolution franche, pas d'effet sur la masse musculaire induite par l'exercice physique, juste le patient qui a pris en masse, qui a eu un gain au niveau du tour de bras. Donc au niveau morphologique, pas de grands bénéfices. Au niveau du score MFM global, là encore, aucun bénéfice sur les patients les plus faibles et ceux sur lesquels il n'y a pas eu d'élévation de la fréquence cardiaque. Sur les 3 autres patients, une sorte de tendance à un effet, mais qui n'est clairement pas très marqué. Par contre, si on regarde les sous-domaines, là ça apparaît de manière beaucoup plus intéressante, à savoir que certes, les 2 patients extrêmement atteints n'ont pas la capacité du coup d'avoir eu un effet bénéfique marquant. Par contre, les 3 autres sont ou semblent être dans une voie assez intéressante d'amélioration du domaine 1, donc station debout et retournement, qui montre du coup et qui suggérerait que l'exercice physique sur les patients qui ont été les plus sollicités semblerait pouvoir avoir un gain notable d'environ 5 points, et ici quasiment 6 ou 7 points au niveau du D1. Au niveau maintenant de l'analyse du mouvement, au niveau de l'amplitude du mouvement, là encore pas de grosses altérations, mais je trouve, après, ça reste une étude pilote avec 5 patients, mais on a une tendance quand même à avoir une courbe qui va un petit peu plus vers le haut pour la majorité des patients, sauf les patients donc les plus sévères, et donc en tous les cas, absolument aucune aggravation sur le paramètre de l'amplitude, mais qui de base n'était pas très discriminant. Au niveau de la vitesse, par contre, on voit apparaître des choses, et on voit apparaître des choses qui sont variables suivant les patients. Et donc on va avoir par exemple, un patient qui semblerait potentiellement répondre sur le deltoïde ou avoir un regain de fonction qui est peut-être cyclique. Par contre, au niveau biceps, on a un patient en type 3 qui répond très bien et triceps, un patient type 2 qui répond très bien, ce qui, au départ d'ailleurs, était la cible, le muscle triceps était la cible. Du coup, là, on a des effets qui sont très faibles, qui sont très aléatoires sur les patients, mais on a certains patients très répondants et d'autres patients, du coup, non répondants. Au niveau accélération, pas d'innovation particulière. On a, pareil, un suivi par rapport à la vitesse. Donc, je dirais que les 2 critères d'analyse du mouvement sont assez combinatoires, assez associés avec la même gain ici au niveau du biceps et au niveau du triceps chez ce patient. Par contre, là où se fait la différence, clairement, c'est sur l'association de tous ces critères, à savoir la force développée, et donc pour finalement une morphologie identique et assez peu d'effets sur la masse musculaire, on voit apparaître des bénéfices au niveau de la puissance développée par les groupes musculaires, un petit peu au niveau deltoïde, sur un patient clairement au niveau biceps, et ici sur le patient au niveau triceps, où là, finalement, si la puissance était extrêmement plate et très relevante sur les 13 patients suivis en longitudinal pendant 18 mois, là, clairement, on a un facteur prédictif qui montre potentiellement des effets et permettre un suivi plus fin, plus précis, justement, des groupes musculaires et de leur implication et ou
des effets bénéfiques des différentes thérapies que l'on pourrait appliquer. Donc là, la puissance apparaît comme un élément potentiellement étudiable. Donc en conclusion de cette étude, c'est que les effets semblent être ciblés, soit sur des domaines au niveau de la MFM, soit sur des groupes musculaires précis, et que finalement, on aurait une tendance à une relation entre le niveau d'intensité de sollicitation des patients, qu'on puisse mettre en place ou non, mais en tout cas niveau d'intensité qui est corrélé bien entendu avec la sévérité, et que plus on monte en intensité, plus on est capable de solliciter les patients, et meilleurs semblent être les effets, et que les bénéfices varient suivant les groupes musculaires étudiés. Et donc l'intérêt de notre étude, qui est bien sûr une étude de recherche, c'est d'essayer d'en extraire quels vont être les paramètres fondamentaux à pouvoir aller voir, puisque ce type d'analyse-là n'est bien entendu pas applicable à un suivi du coup des patients en longitudinal. Mais si on peut ressortir quelques critères ou quelques groupes musculaires à aller voir, et notamment du coup, les études qui sont en cours à Necker qu'a présenté Isabelle avec les accéléromètres, c'est véritablement ce vers quoi on veut se tourner, et on souhaite justement par cette étude mieux cibler quels vont être les paramètres les plus prédictifs et les plus importants à aller regarder en quotidien. Et donc l'ensemble nous amène à dire que clairement l'exercice physique semble être très pertinent, et d'autant plus dans le cas de nos patients traités qui ont tous un gain en fonctionnalité, donc sur lesquels on sera apte à monter en intensité et à essayer de potentialiser, d'avoir un effet vertueux, et que l'analyse cinématique ciblée nous permettra de compléter les échelles cliniques, et je dis bien compléter, c'est extrêmement important, les échelles cliniques pour un meilleur suivi des patients de manière individualisée. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Olivier. Donc toutes les amyotrophies spinales à la piscine. Juste une question, quand on regarde tes courbes, en fait, s'ils arrêtent la piscine, ça redescend. Donc, qu'est-ce que tu penses de cet effet qui n'a pas l'air de se maintenir? Ça veut dire qu'il faut continuer à faire du sport comme tout le monde? Oui, en fait, on a l'impression, mais après, il faudra confirmer que pour les patients un peu plus sévères, on a une rechute plus importante que pour les patients type 3, et que du coup, on aurait besoin, en effet, de pouvoir avoir un maintien, une récurrence de l'entraînement. Et pour essayer d'aller dans ce sens-là, au laboratoire, pour vous donner un ordre d'idée, on a fait des protocoles entraînants sur 10 mois sur des souris qui du coup en vivent 2 ans et sur lesquels on n'a pas vu de détérioration ou de perte des effets, donc c'est encourageant sur le fait de pouvoir finalement juste engager les patients dans une prise en charge à long terme. Oui. Allez-y. Bonjour, juste une question. Oui. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu juste sur les mouvements qui ont été évalués en une augmentation de la vitesse, l'accélération? Parce qu'on a vu une vidéo qui était sur des mouvements analytiques de flexion de hanche, en fait. Du coup, quels étaient les mouvements et les consignes données aux patients pour les évaluations? Ce qui est extrêmement... on n'a pas trop la tâche, là. Exactement, Merci. Ce qui est extrêmement important. Donc la tâche, comme j'ai dit, à chaque fois, elle était de faire le mouvement le plus naturel possible, avec une position de départ demandée, une position finale. Et donc pour le biceps, par exemple, c'est vraiment ce mouvement-là qui est demandé. Pas mal de patients, justement, ont fait tous des phénomènes de compensation, d'accord, ce qu'on n'a pas du tout refusé. Pourquoi? Parce que c'est un des critères que je n'ai pas présenté, puisqu'on est dans l'analyse encore, mais qu'on voulait mettre en avant, puisqu'en fait, l'idée, c'est de se dire que finalement, atteindre une vitesse définie peut être atteinte de différentes manières, et que plus les patients vont être faibles, plus ils vont mettre en place des processus de compensation pour atteindre cette vitesse-là, et on est capable de les évaluer. On est capable de les quantifier et donc de pouvoir justement pondérer et associer ces cinématiques à des phénomènes de compensation. Donc il y avait une consigne de vitesse max quand Exactement, même sur... Okay. Exactement. Consigne de vitesse max sur un groupe musculaire en 2D entre guillemets, dans le sens où c'est à chaque fois mono, c'est pas des mouvements de rotation complexes, et ce qui nous permet vraiment d'être proche d'un groupe musculaire. Oui, au départ, vous avez dit, donc au point de vue pathogénique, que c'était pour augmenter la protéine SMN et que vous l'aviez montré chez la souris. Quelle est la part du métabolisme énergétique? Parce que ce que vous présentez, il y a des études un peu similaires dans les myopathies mitochondriales, par exemple, et on sait quand même qu'il y a un lien
entre la perte de la protéine SMN et le métabolisme énergétique chez les patients à myotrophie spinale. Et donc la question qu'on se pose, on voit qu'il y a beaucoup de thérapies innovantes, mais et qu'on reste parfois un petit peu entre deux, en particulier chez les patients plus âgés. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement favoriser ce type d'exercice en complément plutôt que de rajouter encore une molécule ou autre, enfin voilà, est-ce que ça ne serait pas intéressant de commencer par développer ce que vous proposez, ces effets de l'entraînement chez ces patients qui reçoivent les thérapies innovantes? Oui, bien sûr. Non, la cible clairement de l'exercice, c'est avant tout l'optimisation de le fonctionnement énergétique musculaire, ce qui lui donne des atouts. Jusque-là, nous, sur les modèles animaux, on a toujours vu une réponse. Maintenant, les modèles animaux ont quand même une fonction bien plus importante que les patients. Maintenant, nous, au laboratoire, on est sur de la trithérapie. Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais on fait déjà des tests de trithérapie sur les modèles animaux, à savoir qu'on est en traitement nusinersen, plus molécules favorisant le trophisme musculaire, plus exercice physique, et il y a une réelle synergie. Ça, c'est ce qu'on fait, nous, sur les souris, et ça fonctionne. Voilà, on est vraiment sur... C'est pour ça que le thème de c'était intensité de l'exercice, finalement, et bénéfice, et on est vraiment dans cette mouvance-là, que ce soit lié à la sévérité ou... Parce qu'actuellement, par exemple, dans les maladies mitochondriales, c'est pratiquement que les études avec entraînement physique qui sont validées au point de vue thérapeutique, beaucoup plus que tout ce qu'on appelle le cocktail mitochondrial et compagnie. Donc je pense qu'il y a une piste importante là. Oui. En tout cas, pour le SMA, il n'existe pas la même crainte que pour le Duchenne. Donc il n'y a pas d'effet délétère. C'est ça. Donc là, on est dans l'exercice sportif, mais même au niveau kinésithérapie, on peut prescrire sans crainte. Oui, c'était un peu toute l'idée de cette approche-là, et c'est pour ça qu'au début, j'ai présenté l'ensemble des essais cliniques qui ont été faits, et il y a même des travaux en force, contre-résistance, donc type musculation, et ça a l'air de fonctionner, oui. On n'a même pas à différencier entre isométrique, concentrique, excentrique. C'est ça. Non. Pour l'instant, non. Maintenant, voilà. Et la fatigabilité, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas d'études sur l'excentrique, ce qui est d'ailleurs un point fondamental parce que ça se développe énormément. Et en fait, le travail excentrique est très pertinent à partir du moment où le muscle est capable de répondre parce qu'il y a une moins grande demande énergétique, finalement, métabolique, mais une grosse contrainte musculaire qui favorise le trophisme musculaire pur en interne. Mais là, pour le coup, je ne peux pas dire que ça va être bien en SMA. C'est trop. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas étudié et qui peut être aussi potentiellement intéressant à voir. Très bien. Merci. Écoutez, merci beaucoup.